Monsieur Février, vous êtes chargé de mission juridique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et vous allez évidemment évoquer devant nous la question de la prévention des conflits d'intérêts. Je vous remercie. Merci. Voilà, là ça marche, oui. Merci Monsieur le Président. Merci Mesdames et Messieurs pour l'organisation de ce colloque et avoir invité la Haute Autorité. Donc très rapidement à la Haute Autorité, donc en février, je suis chargé de mission juridique et je rapporte aussi auprès des membres du collège avec mon chef de pôle, alternativement, toutes les délibérations qui portent sur une question déontologique, que ce soit sur les conflits d'intérêts dans le cadre des fonctions, que je vais vous présenter, sur la prévention de ces conflits d'intérêts, mais également sur la prévention des conflits d'intérêts à l'issue des fonctions, qui concernent certains responsables publics. Question que je mettrai un peu de côté, c'est la question du pantouflage. Je saupoudrerai dans mon intervention de quelques éléments, mais j'ai préféré la laisser de côté parce que sinon c'était trop dense et j'aurais pas pu tenir ces 15 minutes. Je n'ai pas fait de plan particulier, je vais d'abord vous présenter très rapidement la Haute Autorité. On reviendra très rapidement aussi sur la notion de conflit d'intérêts que vous connaissez très certainement. Et surtout, j'aborderai la question du rôle de la Haute Autorité dans la prévention des conflits d'intérêts et sur les mesures qui peuvent être mises en place par les responsables publics. La Haute Autorité, vous le savez, a été créée par les lois du 11 octobre 2013 à la suite d'une affaire, d'un scandale, qui a été l'affaire Cahuzac, du nom de ce ministre du Budget en charge de la lutte contre la fraude fiscale et dont on a découvert qu'il avait manqué à ses obligations de déclaration fiscale auprès de la Direction générale des finances publiques, les impôts, comme vous le faites tous, sur laquelle il avait autorité. Donc ça a créé une affaire, un scandale, et ça a débouché sur la mise en place de la Haute Autorité, la création de la Haute Autorité, qui n'a pas été créée ex nihilo, comme vous le savez, qui a remplacé l'ancienne commission pour la transparence financière de la vie politique, qui était présidée par Jean-Marc Sauvé, le vice-président du Conseil d'État, et dont les moyens et les prérogatives ont considérablement été renforcés. D'une part, on a instauré un nouveau mécanisme, l'obligation pour des responsables publics, en plus de la déclaration de situation patrimoniale, qui permet de vérifier et de prévenir tout enrichissement illicite des responsables publics dans le cadre de contrôle de ces déclarations, a obligé ces responsables publics, ces mêmes responsables publics, à déposer une déclaration d'intérêt auprès de la Haute Autorité. Deuxièmement, le législateur a pour la première fois défini la notion de conflit d'intérêt. Puisque vous êtes juriste, vous le savez, cette notion n'a pas été non plus inventée en 2013, mais avant, il y avait une appréhension de cette notion, une appréhension jurisprudentielle par les magistrats, que ce soit au plan pénal, vous l'avez dit, notamment à travers la notion de prise illégale d'intérêt, et au plan administratif, relativement à la légalité des décisions. Donc cette notion a été définie par le législateur et la Haute Autorité a notamment pour mission de la contrôler et de contrôler la situation des responsables publics dans la prévention de ces conflits d'intérêts. Qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts? Comme vous le savez, c'est toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, objectif et impartial d'une fonction. Cette définition, elle fait apparaître plusieurs choses, plusieurs éléments pour caractériser un conflit d'intérêts. Et c'est ce que va rechercher le Collège de la Haute Autorité lorsqu'il va mettre en œuvre des recommandations à l'égard de certains responsables publics. D'abord, dans cette notion, il faut détenir un intérêt, qu'il soit privé ou public. Là, pas de difficulté, ça l'a été dit. Finalement, c'est une acception large qui a été retenue par les membres du collège, comme a pu le faire le juge pénal, comme a pu le faire le juge administratif quand il est confronté à ces questions. L'intérêt peut être direct ou indirect. Direct, c'est l'activité professionnelle que vous détenez en tant que responsable public, sous réserve qu'il n'y ait pas d'incompatibilité. Indirect, ça peut être la situation, par exemple, de votre conjoint. L'intérêt peut être matériel ou moral. Il va être matériel quand c'est un instrument financier, de participation dans une entreprise que vous détenez.
Il va être moral quand vous présidez une association. C'est un intérêt moral. Et enfin, il peut être présent ou passé. Présent, ça s'entend. Vous cumulez votre fonction publique avec une activité salariée, par exemple, ce qui est en général autorisé. Passé parce que l'intérêt passé, alors on remonte jusqu'aux 5 dernières années, je vais y venir et je vais vous donner les raisons. Un intérêt passé peut influencer l'exercice de vos fonctions actuelles, sous certains critères, et on y reviendra. Ensuite, la définition du conflit d'intérêts, c'est une interférence. C'est quoi une interférence? Le Collège de la Haute Autorité a élaboré 3 critères qui ne sont pas exclusifs, on pourra en trouver d'autres, mais qui sont les principaux critères qui nous permettent, nous, dans l'instruction des dossiers, des demandes d'avis qu'on peut recevoir, d'appréhender ce critère de l'interférence. D'abord, le premier critère, c'est le critère matériel. Il s'entend facilement. Il suffit de regarder les prérogatives que détient l'élu et on les compare, voir s'il peut favoriser cet intérêt. C'est ensuite le critère géographique, la dimension géographique de l'interférence, qui est importante, puisque l'une des plus grosses catégories de population qui déclarent auprès de la haute autorité, ce sont les élus locaux. Et on voit bien qu'à travers ce critère géographique, un élu local qui préside une association, association qui a ses activités dans un ressort territorial qui n'est pas celui de la collectivité que préside ce responsable public, au regard de certains critères qui ont été rappelés tout à l'heure, notamment de l'intérêt local. Toute décision prise par un responsable public local doit satisfaire un intérêt local. On voit bien que s'il y a une dissociation des fonctions sur le champ géographique, a priori l'interférence sera moindre. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, puisque finalement un maire pourrait quand même subventionner cette association sur certains critères, mais enfin, a priori, l'interférence est moindre. Et enfin, dernier critère de l'interférence, c'est le critère temporel, puisqu'on revient aux 5 dernières années. 5 dernières années, c'est le délai qui a été retenu par le législateur, puisque vous savez, dans les déclarations d'intérêt que déposent les responsables publics auprès de la haute autorité, qui sont rendus publics pour certains sur notre site internet, on prend dans les 5 dernières années les activités professionnelles, les activités de consultant qu'a exercé le responsable public. Par exemple, puisque ça avait été rendu public, le cas, je prends des cas anciens, je ne prendrai pas des cas récents dans l'actualité, secret professionnel oblige, nous sommes en train de les examiner, mais le cas d'un ancien ministre qui avait présidé, donc le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Thierry Mandon, qui avait présidé un groupement d'intérêt public dans le domaine de la recherche. Groupement d'intérêt public, vous le savez, les GIP sont souvent le moyen d'associer à la fois le secteur public et le secteur privé dans certaines des activités. C'était le cas, là c'était une université qui nouait des liens avec les entreprises pour favoriser l'insertion notamment des jeunes diplômés. C'est une question qui doit intéresser certains d'entre vous. Il avait présidé ce GIP pendant plus de 20 ans. Il avait cessé ses activités. Vous savez qu'un ministre ne peut pas cumuler, que ce soit avec une fonction publique ou toute fonction privée. Donc il avait cessé ses activités quand il est entré au gouvernement. D'abord à la réforme de l'État. A priori, il n'y avait pas de difficulté, il n'y en avait pas. Puis il a été nommé 2 ans après ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et donc, enfin secrétaire d'État, et donc à ce titre, il détenait des prérogatives nécessairement, et en tout état de cause, les administrations sur lesquelles il avait autorité par délégation prenaient des décisions qui, potentiellement, pouvaient porter sur la situation de ce GIP, de cette université. Donc là, des mesures de déport ont tout simplement été mises en œuvre, je vous dirai lesquelles tout à l'heure. Donc voilà pour ce critère. Je vois que certains réagissent. J'espère que vous pourrez apporter la contradiction si vous le souhaitez dans le cadre de nos débats. Voilà pour ce critère de la dimension temporelle. Et enfin, la définition du conflit d'intérêts, c'est là où c'est le plus difficile à appréhender, notamment pour les membres du collège, qui définissent au gré de leur doctrine, qui est publiée dans le rapport d'activité, qui est disponible gratuitement sur notre site internet, je vous invite à le consulter. Ça va être de caractériser l'intensité de cette interférence.
Et là, difficile d'avoir une grille d'analyse très exhaustive. Il y a deux questions qui guident notre instruction des dossiers. D'abord, à quel point les prérogatives, les pouvoirs que détient ce responsable public, dans le cadre de ses fonctions publiques, lui permettent de satisfaire son intérêt, qu'il soit privé ou public. Ce qui donc inclut la dimension des conflits d'intérêts entre deux intérêts publics, notamment dans le cadre de cumul des mandats. Et deuxième question, à quel point cet intérêt-là peut-il profiter des fonctions publiques? Voilà deux questions dont l'analyse à la fois des prérogatives détenues, des décisions qui sont susceptibles d'être prises, nous permettent de vérifier si le responsable public détient ou pas une prérogative qui permettra de favoriser cet intérêt. Et là, des mesures de déport vont être mises en place. Alors, que fait la haute autorité? Quel est son rôle? Je vais aborder trois choses. D'abord, comment on détecte un conflit d'intérêt, ce qui vous intéressera, puisqu'en tant que citoyen, deuxième point, les leviers d'action. En tant que citoyen, vous pouvez signaler des cas à la haute autorité. Et enfin, quels sont quelques outils de prévention, et on y reviendra dans le cadre de nos échanges, on complétera si vous le souhaitez. La détection des conflits d'intérêts. Il y a deux moyens. D'abord, le premier moyen prévu par le législateur, qui est le moyen principal, le vecteur principal de détection, c'est la déclaration d'intérêt que déposent les responsables publics auprès de la haute autorité. D'ailleurs, comme vous le savez, dans des lois récentes, la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, ce système a été étendu aux fonctionnaires qui n'étaient pas soumis aux déclarations, aux obligations déclaratives auprès de la haute autorité. Donc c'est un vecteur important parce qu'on dispose d'une véritable cartographie des intérêts du responsable public, sous réserve, bien évidemment, qu'il n'ait omis aucun intérêt quand il a rempli ses déclarations. D'ailleurs, l'omission est une infraction pénale. Mais voilà, on dispose d'une cartographie de ses activités professionnelles, des participations financières qu'il détient dans des organismes privés, par définition, des autres mandats électifs qu'il exerce, notamment ceux qui n'entrent pas dans le champ de la haute autorité et dont nous n'avons pas connaissance. Elles sont mentionnées dans la déclaration d'intérêt, les activités du conjoint. Vous voyez, on brasse large. Deuxième vecteur de détection de ces conflits d'intérêts, de situations qui potentiellement peuvent caractériser un conflit d'intérêts, ce sont les signalements. Il y a deux signalements qui peuvent être faits. D'abord les citoyens, ensuite certaines associations que la haute autorité agrée. Les citoyens peuvent, dès lors qu'on publie certaines déclarations, les déclarations de patrimoine des ministres sont publiées sur notre site internet, des parlementaires en préfecture, et pour les déclarations d'intérêt, sur notre site internet, nous avons les ministres, les parlementaires, les principaux présidents d'un exécutif local. Ça va le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional. On publie ces déclarations, et donc les citoyens peuvent faire des observations sur ces déclarations et nous faire remonter des faits. Premier vecteur. Deuxième, c'est les associations agréées. La haute autorité agrée des associations selon certains critères, des associations qui, par leur statut, se proposent de lutte contre la corruption. On en a agréé 4. Anticor, que vous connaissez, Transparency International France, que vous connaissez aussi certainement, et également 2 autres, Sherpa, qui est assez connu aussi, et enfin l'Association pour une démocratie directe. Ces associations-là, elles nous font remonter des faits, soit par leur travail en interne, soit parce que des citoyens se sont rapprochés d'elles et garantissent l'anonymat d'ailleurs de ces citoyens. Voilà toutes les informations dont on peut disposer, en plus d'autres prérogatives, puisqu'on a un droit de communication qui s'exerce par l'administration fiscale, donc on peut taper large. Voilà toutes les informations dont on peut disposer et qui nous permettent de prévenir des situations de conflit d'intérêts. Quels sont les leviers d'action? Je vais, je crois, accélérer. Quels sont les... 5 minutes, allez. Quels sont les leviers d'action? D'abord, le conseil déontologique. On est là, la haute autorité est là, pour contrôler peut-être, mais surtout pour accompagner les responsables publics dans le cadre de leurs fonctions. Ce qui est intéressant dans le mouvement récent, depuis 2013, et la création de la haute autorité, qui a été dupliquée dans les lois qui ont modifié le statut général de la fonction publique, c'est que, à côté de ces nouvelles obligations de déclaration, de situation patrimoniale, d'intérêt,
le législateur a affirmé une faculté, un droit de saisir les personnes soumises à ces obligations, de saisir une autorité compétente qui apportera son expertise en matière déontologique et qui permettra d'accompagner cette personne dans le cadre de ses fonctions. La haute autorité, pour les responsables publics, pour les fonctionnaires, vous le savez, ce sera un référent déontologue qui aura été institué par l'organisme public, l'administration, soit référent déontologue personne physique, soit sous la forme d'une commission, d'une instance collégiale. D'ailleurs, certaines collectivités territoriales l'ont fait déjà. Pour les élus, vous savez, la mairie de Paris l'a fait, la région Île-de-France l'a fait, d'autres collectivités territoriales ont mis en place des commissions. Que fait la haute autorité? Elle regarde deux choses, mais là je ne rentrerai pas dans les détails, on pourra échanger dessus si vous le voulez. Dans le cadre des conseils qu'elle délivre. D'abord, la prévention du risque pénal. On regarde effectivement le risque de prise illégale d'intérêt. Quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place pour éviter que l'intéressé, le responsable public, se rende coupable d'une telle infraction. Soit la prise illégale d'intérêt dans le cadre des fonctions, le 432-12 qui vous a été dit tout à l'heure, soit lorsqu'ils ont quitté leurs fonctions, anciens ministres, anciens responsables d'un exécutif local et anciens membres d'une autorité indépendante, le délit de pantouflage. Ensuite, on regarde l'aspect déontologique et vous verrez, certaines de nos délibérations sont rendues publiques sur notre site internet. Je vous invite à les lire, comme ça vous aurez notre grille d'analyse. Ensuite, la haute autorité dispose d'un levier d'action qui est contraignant, puisqu'elle a un pouvoir d'injonction. Un pouvoir d'injonction, des injonctions qu'elle peut adresser à l'égard de responsables publics, soit parce qu'ils ont omis de déclarer un intérêt, soit parce qu'ils sont en situation de conflit d'intérêt, et donc là, la haute autorité leur demande d'abandonner un intérêt. Soit parce que la haute autorité a rendu un avis dans lequel elle faisait un certain nombre de conseils en matière déontologique. Le responsable public ne l'a pas suivi, et là, elle peut mettre en place elle peut mettre en œuvre son pouvoir d'injonction à l'égard de ce responsable public, dont la méconnaissance de cette injonction est pénalement sanctionnée. 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Et quels sont les outils de la prévention en 2 minutes? Promis, je ne dépasserai pas. D'abord, il y a un cadre normatif qui organise les déports, la prévention des conflits d'intérêts. Vous avez notamment 3 textes. Le premier, le décret du 16 janvier 2014, décret numéro 2014-34 si vous voulez le retrouver plus facilement, c'est la prévention des conflits d'intérêts s'agissant des membres du gouvernement. Globalement, on va retenir 2 dispositifs. Si vous êtes un ministre de plein exercice, on vous retire certaines de vos fonctions en raison de la nature des intérêts que vous détenez, et ces prérogatives-là sont exercées par le Premier ministre. Donc c'est un décret. Si vous êtes secrétaire d'État ou ministre délégué, l'attribution vous est retirée, c'était le cas dans le cas que je vous évoquais tout à l'heure, c'était dans l'hypothèse que je vous ai évoquée tout à l'heure, et les attributions sont exercées par le ministre de tutelle. Ça, c'est le décret de 2014, du 16 janvier 2014. Ensuite, un autre décret pour tous les autres responsables publics, et notamment les personnes chargées d'une mission de service public. Donc ça embrasse tous les agents publics, finalement. C'est le décret du 31 janvier 2014, le décret numéro 2014-90. S'agissant des membres des AI, des autorités administratives indépendantes, ils ne peuvent pas participer aux délibérations, dès lors que ça porte sur une affaire dans laquelle ils détiennent un intérêt, ce qui implique bien évidemment qu'ils quittent la salle de la séance. C'est le cas à la haute autorité. Alors des fois c'est un peu compliqué dans l'organisation de la séance, ça implique de nombreuses pauses, mais voilà comment on organise le déport. Il y a aussi le cas de certains responsables publics élu local. Quand vous présidez une collectivité locale, si vous êtes en situation de conflit d'intérêt, on identifie cette question et vous la déléguez à l'élu de votre choix, auquel vous n'adressez aucune instruction, c'est prévu par le texte. Si vous, en revanche, vous êtes délégataire d'une fonction ou d'une signature, vous informez le délégant par écrit et vous vous abstenez d'utiliser cette délégation. Et enfin, un dernier dispositif, le décret du 1er juillet 2014, 2014-747, relatif aux instruments financiers des membres du gouvernement ou de certains membres d'autorités administratives indépendantes intervenant dans un secteur
économiques. Là, des règles de mandat de gestion de ces instruments financiers doivent être mises en place afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêt pour la détention d'un intérêt financier. Ce qui veut dire que votre PEA est géré directement par votre banque et que vous ne pouvez pas agir sur les actions que vous détenez. Et il y a certains autres dispositifs un peu plus compliqués. Voilà globalement. Alors j'ai essayé de faire vite en 15 minutes. J'espère que ce n'était pas très confus. J'espère que ça a suscité votre intérêt, que vous aurez des questions. Et sinon, n'hésitez pas, on publie sur notre site internet la doctrine des membres du collège, ainsi qu'un certain nombre d'outils, si vous êtes des responsables publics, qui vous permettront de mettre en place certaines mesures, certains outils de prévention, notamment des déclarations d'intérêt simplifiées dans votre organisme. Merci beaucoup.